Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une des périodes les plus paradoxales de l'histoire, le XIIe siècle. C'est un temps de violence absolument extrême, mais en même temps d'une créativité intellectuelle qu'on n'avait jamais vue. Cette citation, elle résume tout, vraiment. D'un côté, on a la fureur des croisades, une menace physique, directe pour l'existence même des communautés juives. Et de l'autre, un boom, un véritable essor spirituel, philosophique, qui va redéfinir le judaïsme pour des siècles. La grande question, c'est mais comment ces deux choses ont-elles pu exister en même temps? On a donc vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. Alors pour bien comprendre, on va regarder ça en deux temps. D'abord, on va se pencher sur le côté sombre, l'ombre de la persécution, pour saisir l'ampleur de la menace. Et ensuite, on verra comment, au milieu de ce chaos total, une renaissance incroyable de l'esprit a pu éclater. Allez, on commence par le côté le plus dur de cette histoire. Une nouvelle ère de violence qui va s'abattre sur l'Europe, et même au-delà. Et attention, on ne parle pas de quelques événements isolés, c'est une véritable vague de fond qui dure tout le siècle. Ça commence en 1096 avec la première croisade qui ravage les communautés en Rhénanie. Ensuite, au milieu du siècle, la pression se déplace, direction le sud, l'Espagne, avec les conquêtes des Almohades, un mouvement musulman très intransigeant. Et le siècle se finit comme il a commencé, avec d'autres croisades qui rendent la persécution encore plus intense. Le pire, c'est que cette violence n'est pas limitée à une seule région. Non, elle s'étend de la Rhénanie, du nord de la France, donc en territoire chrétien, jusqu'à l'Espagne musulmane. En gros, ça veut dire que pour les communautés juives, il n'y a quasiment plus d'endroits sûrs où aller. La menace est partout en Europe. Et la conséquence directe de tout ça, c'est l'exil forcé. On parle de familles, de communautés entières qui sont déracinées, obligées de tout laisser derrière elles. Ce n'est plus juste un coup du sort, ça devient l'expérience qui va définir le judaïsme de cette époque. Et c'est là que toute l'histoire devient fascinante. Alors même que le monde extérieur est en feu, le monde intérieur, celui de la pensée, de la foi, lui, il connaît une explosion de créativité comme jamais auparavant. Malgré ce chaos, deux grands pôles intellectuels vont émerger. Au nord de l'Europe, dans la lignée du grand commentateur Rachi, on se plonge dans une analyse ultra poussée du Talmud. Et plus au sud, en Espagne, en Provence, l'ambiance est différente. C'est l'ouverture, l'essor de la philosophie, de la poésie, des sciences, souvent au contact du monde islamique. Pour se faire une idée, il y a le mouvement des Tosafot. Là, le but, c'est plus seulement de comprendre le Talmud, non, c'est de le questionner, de mettre en confrontation des passages qui se contredisent, de créer un dialogue à travers les siècles. C'est une méthode d'analyse hyper pointue qui montre bien à quel point l'esprit était en ébullition. Si le Nord a vu naître de grandes écoles de pensée, le Sud, lui, a vu naître un homme, une figure si brillante qu'elle incarnait elle seule tout le génie de cette époque. Moïse Maïmonide. Maïmonide, c'est un géant, une sorte d'homme de la Renaissance, mais des siècles avant la Renaissance. C'était un immense philosophe qui a essayé de réconcilier la foi et la raison. C'était un juriste d'une rigueur incroyable qui a mis en ordre toute la loi juive. Et comme si ça ne suffisait pas, c'était aussi un médecin ultra réputé. Cette polyvalence, elle est juste stupéfiante. Bon, alors, on a nos deux réalités. D'un côté, la violence, l'exil. De l'autre, cette vitalité intellectuelle incroyable, avec des gens comme Maïmonide. La question c'est, comment est-ce que les deux sont liés? Est-ce que l'un est la conséquence de l'autre? Quand on regarde de plus près, on voit un lien de cause à effet assez surprenant. Prenez la persécution almohade en Espagne. Elle forge des tas de familles à fuir. Et où est-ce qu'elles vont? Beaucoup arrivent en Égypte, qui devient du coup un nouveau centre intellectuel florissant. C'est pareil en Europe. La violence des croisades pousse les gens à bouger vers des zones plus calmes à l'époque, comme l'Angleterre ou l'Italie. Et l'exemple parfait de tout ce phénomène, c'est la vie de Maïmonide lui-même. Il est né en Espagne et il a dû fuir cette persécution almohade quand il était jeune. Après un long voyage, il s'installe en Égypte. Et c'est là que son génie va exploser et qu'il deviendra le leader de la communauté. Son parcours de réfugié à sommité, c'est l'histoire de ce siècle en miniature. Le résultat de toutes ces migrations forcées, c'est que la carte du monde juif est complètement redessinée. Des centres historiques s'effondrent sous la pression, mais en même temps, de nouvelles communautés super dynamiques apparaissent en Égypte, en Angleterre, en Italie, en Provence. La diaspora se réorganise, elle se diversifie. Alors au final, qu'est-ce qui reste de ce siècle de feu et de lumière? C'est quoi l'héritage de cette période si pleine de contradictions? Sans surprise, l'héritage est complexe. D'un côté, oui, les persécutions ont laissé des cicatrices, avec des tensions durables, notamment avec le monde chrétien. Mais de l'autre côté, elles ont servi de catalyseur à la montée en puissance de la pensée ashkénaze au nord, et elles ont fait de Maïmonide une figure universelle, dont l'influence va bien au-delà du judaïsme.
En fin de compte, le judaïsme qui sort de ce XIIe siècle est transformé. Il a été forgé dans la douleur, c'est vrai. Il est devenu plus éclaté géographiquement, plus riche intellectuellement et, paradoxalement peut-être bien, plus résilient qu'avant. Et toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'une pression immense, une adversité qui semble insurmontable, peut non seulement exister à côté de la créativité, mais peut-être même la nourrir et la façonner ?